Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. Je me présente, Marie-André... Oh, sous les sunlights. Marie-André Lamontagne. C'est moi qui serai l'agent de liaison au cours de des prochains 3 quarts d'heure pour cet événement. Permettez-moi de vous parler un peu de contexte parce que ce n'est pas un hasard si nous sommes ici. Bien sûr, il y a le Salon du Livre, mais la présente rencontre s'inscrit dans le cadre de la vitrine Métropolis Bleue au Salon du Livre de Montréal. Et donc, je me suis présentée, Marie-André Lamontagne. Je suis écrivain, mais je dirige la programmation du Festival littéraire Métropolis Bleue et nous sommes très contents d'être ici. Métropolis Bleue, c'est un festival littéraire international qui a lieu chaque année au printemps. C'est la 26e édition là, qui s'en vient en avril 2024 à Montréal, bien sûr, ce festival. Et chaque année, le festival remet un certain nombre de prix littéraires d'excellente tenue. Et l'un de ceux-ci s'appelle le prix Nouvel Apport. Et il est remis en partenariat avec le Conseil des arts de Montréal, dont je salue des représentantes au premier rang. Montréal est une ville cosmopolite, comme vous le savez, et ce prix récompense une œuvre écrite en anglais ou en français par un auteur issu de l'immigration et qui habite à Montréal. Ce prix existe depuis 2016 et nous sommes particulièrement fiers de notre partenariat avec le Conseil des arts de Montréal qui nous permet de le décerner. Il est remis sur décision d'un jury et s'accompagne d'une bourse de 5 000 $. Et devinez quoi? Vous avez la lauréate ici présente du prix Nouvel Apport Métropolis Bleue, Conseil des arts 2023. Voilà. Bahram Banyamani. Son premier roman s'intitule Prophète. Alors là, on va le voir à l'écran, les 2 livres qui sont ici. Prophétesse, pardon. Non pas prophète, je traduisais brutalement à la hussarde. Prophétesse, parue chez Véhicule Press. Elle est d'origine iranienne, elle est aussi actrice, elle a étudié le théâtre à Téhéran et le théâtre et l'art et la philosophie à l'université Paris 8. Voilà pourquoi aussi elle parle français. Son roman est écrit en anglais, mais elle parle français et la conversation qui aura lieu dans un instant aura lieu en français. Voilà. Et puis, l'actualité en Iran nous met régulièrement sous les yeux le combat des femmes mené là-bas. Et pour la rencontre d'aujourd'hui, nous avons eu envie de poser la question de la solidarité féministe entre les femmes d'Orient et d'Occident. Et Martine Delvaux, ici présente, essayiste, romancière, féministe, dont on connaît la réflexion sur ce sujet. Par exemple, le Boys Club et son dernier livre, ça aurait pu être un film, vous le voyez là. Il est aussi, il est traversé en filigrane par la question féministe. Tous ces livres ont paru aux éditions Héliotrope pour la plupart, je pense à une exception près, et c'est une interlocutrice de premier choix sur ce thème. Leur échange sera mené par Rose Karine Henriquez, dont le travail se situe à la croisée des milieux culturels, associatifs et universitaires, et qui s'intéresse elle aussi aux questions féministes. Donc, la discussion sur la condition des femmes, ses disparités selon les territoires, les cultures et les régimes politiques, différences de vue aussi au sein du féminisme, on le sait. Les femmes d'Orient et d'Occident peuvent-elles se rejoindre? Jusqu'où peuvent-elles se rejoindre? Discussion. Et je vous dis tout de suite qu'elle sera suivie d'une période de questions à la fin. Donc, préparez vos questions parce qu'on aura 10 minutes pour échanger là-dessus. Et je suis sûre que vous aurez envie d'intégrer cette conversation. Donc, on vous écoute. Voilà. Merci, Marie-André, pour l'introduction. Donc, cette discussion, je vous propose un plan constitué de 3 axes. On va d'abord essayer de s'entendre sur la définition de solidarité. On va ensuite parler de silence durant les mobilisations sociales. Et ensuite, le 3e axe que j'aimerais aborder, c'est qui doit être solidaire de qui et essayer de voir s'il y aurait des systèmes de pouvoir qui pourraient se mettre encore en place. Donc, la première question
adresser à chacune d'entre vous, c'est qu'est-ce que ça vous évoque, en fait, cette notion de solidarité? Bon, moi, j'arrive ici comme féministe, comme littéraire, mais pas comme spécialiste des mouvements féministes. Donc, je pense que toutes les deux, on est ici comme écrivaines. Je voulais dire la même chose. Je voulais dire, je parle en tant qu'écrivaine, mais pas en tant qu'activiste, où je suis seulement une artiste. Oui, exact. Et moi, comme féministe impliquée qui réfléchit, mais pas comme historienne ou sociologue, donc j'y arrive de ce point de vue-là. Et en lisant les questions absolument éloquentes et intimidantes un peu de Rose, je me disais que par rapport à cette question de la solidarité, il y a encore énormément de travail à faire. C'est-à-dire que c'est loin d'être gagné. Et étant ici féministe blanche, il y a un réel travail de notre part. C'est nous qui devons faire le pas vers les féminismes de l'Orient ou d'ailleurs, mais on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers, comme on dit au Québec. Alors, il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire, il me semble. Pour moi, la solidarité est comme... Bien sûr, c'est nécessaire, mais qui doit être solidaire avec qui? Je pense les deux côtés. Mais bien évidemment, si on est hérité comme vous êtes né au Canada, ou les gens de l'Occident plutôt, je peux dire, vous êtes hérité de la démocratie, vous êtes hérité de la liberté, et c'est vous, parents, vous grands-parents. J'ai dit quand j'ai gagné ce prix, j'ai dit la même chose. Vous êtes moins de travail à faire pour la liberté, pour la démocratie et tout ça. Par rapport moi, que je suis née en Iran, par rapport les gens en Afghanistan, beaucoup de pays, les femmes plutôt, je peux pas parler de ça, mais vous êtes hérité et je pense que peut-être c'est à vous d'être solidaire avec les autres. Pas seulement les femmes, les hommes, les enfants des autres pays, des autres régions sur cette planète. C'est votre, comment ça s'appelle, parti peut-être. Mais il n'y a pas de différence. Si ça existe une victime ou un victime, et il faut être solidaire. Pour moi, il n'y a pas de différence. Ouais. Mais dans ce travail qu'il reste à faire, la philosophe Naïma Amrouni veut aller plus loin que le concept de solidarité. Elle parle de réparation, en fait. Ouais. Parce qu'elle a peur que quand on parle de solidarité, on reconduise l'ignorance, et là je la cite, de l'histoire coloniale qui sépare les occidentales des femmes arabes, l'ignorance épistémique de la dette que cette histoire a créée pour nous. Donc, elle veut remplacer ce mot solidarité par réparation. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Et par réparation, il me semble que ce qu'elle dit aussi, c'est qu'elle parle d'un renoncement extraordinaire. Et ça cette idée de l'extraordinaire, de ce à quoi il faut renoncer. Et donc, évidemment, en réfléchissant, je me disais, est-ce que les féministes, de manière générale, c'est pas ce qu'on demande aux hommes? On a demandé aux hommes de réparer, et de réparer de toutes sortes de façons, en prenant la place de derrière, en se taisant, en écoutant, en étudiant. Et je pense que les féministes, je vais dire féministes blanches ou féministes occidentales, on a à faire ce même travail. On doit renoncer à une place qu'on pense acquise ou qu'on pense être la nôtre alors qu'elle ne l'est pas. Et je crois qu'il faut étudier, il faut lire, il faut réfléchir, il faut attendre et il faut accueillir le silence. Et en fait, je trouve paradoxal d'être ici maintenant parce que c'est justement pour dire que depuis 1 an, je suis ce qui se passe en Iran. J'étudie, je lis, je réfléchis en silence. Et il y a eu, on va sûrement en parler, mais il y a eu des reproches qui ont été faits aux féministes québécoises, comme quoi on n'avait pas pris position publiquement. Et je me disais, mais je n'ai pas pris position parce que je suis en train de réfléchir. Je ne veux pas m'improviser experte d'une situation que je ne maîtrise pas. Et ce qu'on pourrait me reprocher aussi. Et donc, cette réparation, elle est là-dedans, je crois. Elle est dans la capacité qu'on doit avoir à se mettre entre parenthèses en tant que féministe occidentale. Encore la même chose, je voulais dire, mais autrement, je voulais dire, des fois, nous, même moi-même,
Je voulais être solidaire, je voulais faire quelque chose, prendre une position pour mes sœurs en Iran l'année dernière jusqu'à maintenant. Mais même moi, que je suis née là-bas, mais ça fait 5 ans seulement que je suis ici, des fois, je disais des choses, j'ai pris une position que les gens en Iran me disaient, mais c'est pas notre problème maintenant, c'est juste les médias qui font ça, et toi, c'est un impact de médias sur toi. Il ne faut pas écouter les médias, pas seulement occidentaux, les médias même orientaux. Anyway, c'est ça. Et je me suis dit, OK, comme vous avez dit, il faut vraiment des fois réfléchir, aller chercher, rechercher, c'est quoi vraiment ce que eux ils veulent ou elles veulent. Des fois, on veut réparer quelque chose en tant qu'occidentaux, mais à notre manière, mais ça marche pas du tout pour un autre pays. Et entre guillemets, quand je parle de l'Occident, de l'Orient, je suis consciente que on ne peut pas comparer une femme ou une personne japonaise avec une Iranienne ou un Iranien. C'est même pas comparable, mais on dit orientale ou une Française ou même une Québécoise est différent que l'autre, le reste de Canada. Il y a beaucoup de choses, mais on est des fois obligé de généraliser comme ça. Mais je suis consciente de ça. Ben, ça m'amène à ma prochaine question. Donc, est-ce qu'une lutte commune est-elle possible? Est-ce que c'est une bonne chose de vouloir se réunir sous une même bannière, ou non, il faut accepter les différences et plutôt parler de féminisme international ou féminisme décolonial, il faut le dire. Donc, tu peux commencer aussi, Baran. OK. C'est idéal, vraiment. J'aurais aimé que ça... Oui, j'aurais aimé de dire que oui, c'est possible. Mais il y a beaucoup de défis, comme j'ai dit tantôt. Il y a beaucoup de choses qu'on ne se connaît pas encore. Même on habite ensemble, mais on ne se connaît pas autant. Oui, c'est possible, mais je ne sais pas. Ça prend du travail. Par exemple, je vous donne un exemple. J'étais invitée depuis l'année dernière pour plusieurs émissions à la télé, à la radio et tout ça. Et il y avait d'autres invités. Pour eux, c'était les invités contre le régime iranien. Mais moi, je les connais. Et pour moi, c'était comme, ils sont pareils. Ou sont les gens du régime, en fait. Mais vous ne savez pas. Mais moi, je connais. Des fois, moi non plus, je ne sais pas, mais il y a des gens en Iran qui savent. C'est très compliqué, mais ça peut exister, ça peut réaliser, en fait, ce rêve. C'est un rêve. Oui, je pense que ce que Baran dit sur la complexité de ces alliances, c'est le cœur, c'est l'œil de l'ouragan. En fait, c'est le noyau de la question. On ne peut pas parler de féminisme international ou de cette alliance entre féministes si on nivelle, si on simplifie, si on retire les complexités, si on refuse de voir tout ce qu'on ne comprend pas, en fait, tout ce qu'on ne sait pas. Et est-ce que vous me permettez de citer juste un petit bout c'est une chercheure qui s'appelle Zahra Ali et qui écrit dans Féminisme islamique, elle écrit ceci qui me semble comme attraper ce problème. La construction de coalitions entre les féminismes n'est possible et envisageable que dans la reconnaissance des différences et des divergences qui séparent les féministes entre elles, y compris dans la conflictualité inhérente à toute coalition. Donc, il faut accepter ce conflit aussi. Il faut accepter que parfois on soit en désaccord, qu'on en échappe, qu'on se rate, qu'il y ait des rendez-vous manqués, mais qu'on ne cesse jamais d'y travailler. Et comment on y travaille? Parce que là, je rebondis sur la question du silence dans les mobilisations. Comme tu l'as dit, Martine,
on reproche aux féministes québécoises d'avoir été trop silencieuses par rapport au mouvement Femmes, Vie et Liberté. Mais comment on crée ces alliances-là? Comment on y travaille? Parce que c'est bien de dire qu'on y travaille, mais concrètement, comment ce travail peut se manifester? Pour moi, c'est comme approcher la communauté que vous voulez faire une position, en fait, et pas seulement une personne ou une communauté ou un groupe de ça, parce qu'il y en a plusieurs parties, en fait. Peut-être ça prend plus de recherche, plus de rencontres, et après ça, vous pouvez décider. Est-ce que, je peux ajouter la question, est-ce que ce serait un peu le rôle des médias qui ne relaient pas assez les victoires puis les luttes féministes du Moyen-Orient? Je n'ai pas compris. En fait, est-ce qu'il y a une invisibilisation en fait, des luttes du Moyen-Orient, de ces femmes et leurs victoires aussi? Parce que quand on entend parler dans les médias, il y a toujours le côté négatif, mais il y a aussi des victoires qu'on ne voit pas. Mais c'est vrai que les médias donnent une partie de l'histoire et racontent une petite partie de l'histoire. Et au fil de l'année, on a vu, il y a un an, enfin en septembre, on parlait de l'Iran sans arrêt. Mais au fil des mois, ça s'est dissipé, mais ça continue en Iran aujourd'hui. Et ce que les médias racontent, ce n'est qu'une petite partie de ce qui se passe pour vrai. J'ai un collègue qui est du Burkina Faso et il me disait, mais il ne faut pas faire confiance aux médias. En fait, ce qu'ils racontent, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans mon pays. Donc, il faut être extrêmement prudente. Et pour répondre, quand on m'a reproché, on a reproché aux féministes en général du Québec de ne pas avoir pris position, et j'expliquais, mais on est instrumentalisé. On va être instrumentalisé au profit d'un discours de droite islamophobe. Donc, évidemment que je ne veux pas participer à ça. Moi, je ne veux pas qu'on me prenne et qu'on me mette dans ce discours qui va servir la haine. Donc, je l'interdis, mais ça ne veut pas dire que je ne participe pas aux manifs, que je ne suis pas en train de m'éduquer et que je ne suis pas en train d'être dans une solidarité ou même dans un rapport à ce qui se passe en Iran. Donc, il faut faire confiance à ça aussi, être comme centré, garder sa ligne, parce qu'on est vite mis au service d'un discours haineux. Je suis tout à fait d'accord. Et je voulais ajouter, en tant que peuple, en tant que l'être humain, il ne faut pas faire confiance aux médias ni les gouvernements, parce que n'importe quel gouvernement cherche leur intérêt. Mais nous, on ne cherche pas nos intérêts. Oui, on cherche nos intérêts, mais c'est tout à fait différent qu'un politicien. Nous, notre intérêt, c'est d'être proche, d'être amis, d'aller connaître les autres, mais les gouvernements, non. Et c'est pour ça, si votre gouvernement prend une position et vous voyez que c'est contradictoire avec ce que le peuple des autres pays cherche, c'est là que vous pouvez vraiment prendre une position. Parce que vous habitez dans un pays libre. Vous pouvez écrire pour les... comment on dit? Aux députés. Aux députés. Votre première ministre, moi, d'ailleurs, j'étais vraiment choquée quand j'ai vu une vidéo. Quelqu'un, pas insulté, mais parlait vraiment très direct avec Trudeau. Pour moi, c'était comme... Ça existe, ça. Quelqu'un pourrait vraiment aussi proche parler, dire, toi, je sais pas, il l'a insulté. Et vous avez ce droit et juste utiliser pour vous-même et pour, comme j'ai dit encore, c'est une partie que vous pouvez vraiment faire parce que vous n'avez pas beaucoup de travail à faire comme les autres. Vos parents, ils ont déjà payé pour votre liberté, votre démocratie. Prenez une position comme ça parce que vous avez droit, vous avez la voix. Mais dans les autres pays, il n'y a pas de voix. Mais en même temps, ces positions-là, il faut les prendre de manière informée. Oui, je pense que c'est là qu'il y a une instrumentalisation, même juste la question des femmes qui enlèvent leur voile en Iran, c'est compliqué. La signification même du voile, elle est compliquée. Donc, si on est là puis on surimpose, on plaque
sur ces signes, une interprétation qui est d'ici et qui n'est pas informée, on rate le bateau et on n'aide pas la cause iranienne, justement. Donc, à chaque fois, il faut comme prendre un pas de recul et dire, mais est-ce que je comprends ce qui se passe? Et comment est-ce que je peux mieux comprendre ce qui se passe en me fiant pas seulement aux médias? Parce que les médias caricaturent, réduisent, c'est une peau de chagrin. De toute façon, les médias ont très peu d'espace, ils sont mal payés. Donc, on se retrouve avec des informations qui sont très limitées. Intérêt. Et oui, voilà. Et pour répondre, tu disais, est-ce qu'on diffuse les réussites ou le progrès? Mais là aussi, qu'est-ce qu'on entend, nous, comme réussite? Qu'est-ce qui est une réussite ici et qu'est-ce qui est une réussite là-bas? Et on est qui pour qualifier de réussite un geste qui ne l'est peut-être pas? Donc, tout est compliqué. On ne peut pas y aller cavalièrement. Il faut être prudent. D'ailleurs, en fait, dans plusieurs discours, ce que j'ai observé, puisque plusieurs chercheuses ont observé aussi, c'est que les expériences des femmes, des féministes d'ailleurs, sont souvent présentées en Occident comme une mise en garde, comme ce qui pourrait nous arriver si on perdait tel ou tel acquis. Donc, on voit toujours les femmes d'Occident beaucoup plus libérées que les autres femmes. Donc, est-ce que ça passerait pas, cette solidarité-là, par la reconnaissance que non, en fait, les expériences ne sont pas les mêmes? Oui, justement, même dans un pays libre, il n'y a pas de garantie, malheureusement. Ma mauvaise nouvelle pour vous, c'est pour ça, je pense qu'on doit vraiment être solidaire, comme vous avez dit, mais informé. Et pourquoi? Parce que même ici, même peut-être dans cette salle, il y a des gens, pour moi par exemple, des gens qui pourraient me traiter. Il y a des gens qui viennent, qui dépensent beaucoup d'argent pour venir ici. Il n'y a pas de filtre d'immigration, malheureusement, pour certains des gens, surtout les gens qui ont beaucoup d'argent. Comment on dit, le lavage de l'argent? Ah, le blanchiment. Blanchiment, oui. Blanchiment de l'argent. Du régime, des régimes, en fait, dictature des autres pays. Ils viennent ici, ils achètent des châteaux, et ils sont là, peut-être, ils font des espionnages sur nous, et ils sont là, entre nous. Et ça, c'est la danger que moi, je pense, ça nous traite toujours. Et vous pouvez prendre cette position et virer les gens comme ça. Soyez proches avec des amis iraniens, avec des amis, je ne sais pas, des autres pays, dictatures, et informez-vous. Comme ça, vous pouvez les aider, vous pouvez vous aider. Aidez vous-même. Comment on dit, désolé. Mais par rapport à la reconnaissance, je suis tombée sur un texte de Alia Al-Sadji qui parlait il y avait comme 3 étapes. Il faut écouter, vérifier et hésiter. Et je trouvais que c'est ça. Il faut écouter, prendre le temps d'écouter, vérifier si l'information qu'on a reçue, elle est bonne, et ensuite, à chaque fois, hésiter. C'est-à-dire, et il me semble que l'hésitation, c'est la posture, celle du doute. C'est la posture la plus importante qu'on peut occuper comme féministe occidentale, pour le dire comme ça, là, au fin de la discussion. Est-ce qu'il y aurait aussi une posture du care? Et là, je vais vous citer un passage d'une entrevue de Soumaya Mestiri qui théorise en fait le féminisme de la frontière. Et elle dit ceci: prendre soin les unes des autres est avant tout une marque de respect, élément fondamental de tout féminisme digne de ce nom. Prendre en charge, c'est-à-dire en gérance, les vécus, les récits des autres pour ce qu'ils sont, tel est le care qui informe le féminisme décolonial. Donc, c'était la première fois que je lisais la combinaison du mot care et féminisme décolonial. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi, il me semble que c'est vers ça qu'on tend. C'est drôle parce que dans une des questions que tu as envoyées, tu demandais quel pouvait être le slogan. Tu sais, tu renvoyais aux années 70 et tu disais à l'époque, on disait toutes les femmes sont des ménagères, et tu disais quel serait le slogan aujourd'hui qui pourrait relier tout le monde. Et je me disais, un des slogans, parce qu'il y en aurait peut-être plusieurs, c'était « Nous sommes toutes les femmes » ou « Nous sommes toutes des soignantes ».
En fait, nous sommes tous en train de prendre soin de quelqu'un, peu importe qui c'est. Et c'est vrai que cette idée du care, à mon sens, elle est juste par rapport au féminisme décolonial. Que si on est dans cette pratique du prendre soin, alors on ne peut pas être dans la violence. On ne peut pas être dans l'abolition ou le refus, le rejet, la caricature, tous ces gestes qui limitent en fait les aspérités, qui réduisent la complexité. C'est le moment que vraiment je dois être silencieuse parce que je suis pas informée, j'ai pas vraiment beaucoup d'études par rapport à ça. Non, mais... Non, tu peux pas faire ça. Mais ce prendre soin-là, je pense, toi qui as quand même une expérience en Iran de militantisme, est-ce que c'est un souhait que tu aimerais que les femmes occidentales, sans reproduire des systèmes d'oppression, mais acceptent de prendre soin, donc de partager vos vécus? Comme je dis, c'est très compliqué, bien sûr, oui, mais comment? Pas avec leur façon. Par exemple, moi, je pense que j'ai vécu ici, je suis née dans une famille vraiment ouverte, mais il n'y a pas tout le monde comme moi en tant qu'Iranienne. Pour moi-même, je peux dire oui, mais je ne suis pas sûre pour quelqu'un qui est né dans une famille très, très fermée. Elle n'avait pas droit de sortir, elle n'avait pas droit de... Je ne sais pas, beaucoup de choses que je suis, même pas, je suis très loin d'elle. Oui et non. Comme on a répété plusieurs fois, dans une façon informée, oui. Et il faut aussi admettre, en fait, ta réponse le dit, mais on a tendance aussi à imaginer un féminisme d'Orient, alors qu'il y en a quand même plusieurs. Donc, en effet, je comprends que tu ne peux pas parler au nom d'eux. Et nous aussi, on ne peut pas parler au nom d'eux. Oui, oui, exact. Est-ce que je peux poser une question à Bahan? Oui. Qu'est-ce que tu as pensé du geste tu sais, de ces femmes? C'est parti, bon, ça a été surtout en France qui se coupaient une mèche de cheveux. Comment tu l'as reçu, ce geste, comme iranienne? Honnêtement, au début, j'étais vraiment contente. Je me suis dit, oh, c'est magnifique, tout le monde est vraiment solidaire avec nous. Mais après ça, c'est quoi? OK, après ça, OK. Mais vous, comme j'ai dit, vous êtes né dans un pays libre. À part de couper, c'est très bien parce que des fois, on doit utiliser ce que les médias font en fait pour, comment on dit, pour publicité, pour avoir une publicité, oui, attirer l'attention et tout ça. Mais à part ça, moi, j'attends quelque chose un peu plus profond que ça. Et c'est pour ça que je dis oui, c'est bien, mais comment? Et c'est pas fini votre mission en fait. Pourtant, je ne sais pas si je peux appeler ça une mission. Parce qu'on ne peut pas attendre les autres, mais en même temps, si, on peut attendre les autres, parce que ça peut arriver à vous, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. J'ai ajouté une question après vous les avoir envoyées. On est quand même au Salon du Livre, donc je me demandais, est-ce que la littérature ne serait pas une arme ou un lieu pour réussir à créer des connexions dans ces solidarités-là? Pour moi, c'était ça. Je pensais toujours, non, je ne suis pas politicienne, je ne dois pas avoir un slogan ou faire une position. Moi, je travaille avec mon art et tout ça. Oui, bien sûr, c'est beaucoup plus profond. Si je peux juste faire quelqu'un réfléchir par rapport à quelque chose, ça suffit. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. Mais en même temps, il y a des urgences des fois que tu ne peux pas attendre que ton livre sortir ou faire un film ou whatever. Et surtout
social media, comment on dit en français? Médias sociaux. Oui, sont très forts. Des fois, tu utilises ça pour ça, mais je vais juste ajouter quelque chose. Quelqu'un m'a dit, oh, tu parles beaucoup des femmes iraniennes sur ton Instagram et tu es activiste et tout ça. J'ai dit, non, je ne suis pas activiste. Ça, poster quelque chose, moi, je ne l'appelle pas un activiste. Et l'activiste, ça vient de l'action. Ça, cliquer un bouton, c'est pas une action. Et il faut faire attention, on l'appelle qui, l'activiste? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais oui, je pense que la littérature, c'est un des moyens. Enfin, un événement comme celui-ci, c'est déjà un moyen de nous mettre en contact. Lire le roman de Bahran, que je vous encourage fortement à lire. Allez il y a une librairie dans le Vieux-Montréal qui est spécialisée en littérature moyen-orientale. Allez-y, chez Maktaba, allez acheter des livres, commandez-les en anglais, en français, mais il me semble que c'est comme ça qu'on commence. Et il y a un temps à la littérature, c'est pas le même temps que l'activisme, c'est pas le même temps que le geste politique, c'est un autre temps, mais c'est un temps qui permet aussi des choses et peut-être une solidarité d'un autre degré de profondeur, ou c'est un autre temps de réflexion. Ce n'est pas rien, la littérature. Mais d'ailleurs, ce que tu as dit, Bahran, sur l'activisme sur les réseaux sociaux, en lisant le livre de Bahran, vous allez le comprendre, le personnage devient une prophète des temps modernes sur les réseaux sociaux. Donc, j'aimerais vous entendre sur les formes de protestation que pourrait prendre ce féminisme décolonial, en fait. Pourquoi tu penses que ce serait pas légitime de poster? Est-ce que c'est pas faire un acte de présence quand même? Ou est-ce qu'il faut absolument sortir dans la rue, créer des slogans? Pas forcément sortir dans la rue, ça c'est très bien. Même, j'ai pas dit que c'est pas bien, c'est très bien de poster, utiliser des hashtags, tout ça, mais c'est le minimum. Il faut être conscient que c'est le minimum qu'une personne maintenant pourrait faire. Et est-ce que vous êtes quelqu'un qui est satisfait ou satisfaite du minimum? Mais allez-y, moi je ne suis pas cette personne. J'espère que je ne suis pas cette personne, vraiment. Oui, je pense que c'est, pour moi, j'ai tout le temps en tête la diversité des tactiques. Enfin, il faut user d'une diversité de tactiques. Et pour moi, les réseaux sociaux, c'est une tactique. En tout cas, Instagram, c'est une tactique que j'investis délibérément, très consciemment, et sur des questions tendues, comme ce qui se passe en ce moment, en Israël-Palestine. Ben là, poster quelque chose sur Instagram, c'est un geste militant. Il y avait une puissance où le geste, il veut dire quelque chose. Donc, je suis peut-être plus généreuse par rapport à ça, mais en même temps, je suis d'accord avec toi. Je pense que ce qui compte sont les gestes, les lettres aux députés, les actions qui touchent aux politiques directement. Et puis après, ben, les manifestations, aller dans la rue, c'est se mettre en jeu physiquement. Manifester, c'est pas juste un geste vide, c'est qu'on met notre corps dans la rue, on se joint à une foule. Et c'est important, ça compte, même si on a l'impression que ça compte pas. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui font même pas ça, un hashtag ou un post, bien sûr. Peut-être on peut faire quelque chose comme si on a un post dans une université, si on a une opportunité, n'importe quelle opportunité, peut-être on peut donner ça à une femme qui a appris anglais, qui a appris le français pour vraiment, elle a fait ses efforts pour une meilleure vie, pour avoir ça. Peut-être on peut donner cette opportunité à cette personne au lieu de quelqu'un du régime qu'on ne sait pas s'il a comment s'appelle, l'armée. Il a de l'armée, il a de l'argent et il ou elle est vraiment fermée et on ne sait pas dans le futur qu'est-ce qu'il peut faire ou elle peut faire. Peut-être si on a cette opportunité, on peut vraiment bien réfléchir en don à qui.
où on demande à notre gouvernement qui ramène qui ici dans ce pays. On est d'accord que le Canada a besoin des immigrants. Et si on ne peut pas ignorer ça. Mais qui? Juste quelqu'un qui parle le français? Juste quelqu'un qui a de l'argent? Et il faut vraiment avoir plusieurs filtres, j'imagine. Et on est responsable pour tout ça. Oui, si je comprends bien qu'il y a quand même un travail de vérification et de conscientisation envers avec qui on partage nos vies. Et tu disais, Martine, tu as fait mention de ce qui se passe en ce moment en Palestine. Et je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais ce même silence envers le mouvement Femmes, Vie et Liberté, j'ai l'impression qu'il se ressent encore dans les mouvements féministes en ce moment. Est-ce que vous avez les mêmes observations? Si c'est féministe encore ou pas? Non, si vous avez l'impression, si tu as l'impression qu'il y a un silence des mouvements féministes envers ce qui se passe. Ouais. Envers ce qui se passe en Palestine, tu veux dire, oui. Il y a un silence. Et en fait, je me disais ce matin, même dans les médias, il y a déjà, c'est déjà la peau de chagrin par rapport à ce qui se passe en Palestine. On est déjà en train de réduire le temps que ça occupe, le nombre de nouvelles qu'on peut en lire. Et encore là, il ne faut pas se fier seulement à nos médias, il faut aller en voir d'autres, il faut lire, il faut diversifier les sources d'information parce qu'on a accès à très peu d'informations, en fait. Donc oui, il y a un silence, mais ces questions-là sont extrêmement sensibles. Et je répéterai ce que j'ai dit plus tôt. En tout cas, je parle pour moi, je ne parlerai pas pour toutes les féministes québécoises, évidemment, mais moi, j'ai très peur de l'instrumentalisation. Je la crains vraiment et je n'ai pas envie d'être du fuel pour le racisme ou la haine, quelle qu'elle soit. On va aller vers le public. Peut-être qu'il y a des questions. C'est passionnant, hein? C'est passionnant ce que cette conversation. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? C'est le moment. Vous levez la main, c'est tout simple. Et puis, il n'y a pas de micro. Donc, vous levez... Oui? Il faut juste parler fort qu'on vous entende bien. Oui. Oui. Ah, voilà un micro, finalement. C'est bien. Allô? Dans le fond, j'ai une question parce que vous parlez beaucoup de s'informer dans différents médias. Puis dans le fond, moi, je viens d'un background de science. Puis on dit toujours, si tu veux trouver que la Terre est plate, tu vas trouver des... pas plate dans le sens poche, mais plate dans le sens non ronde. Tu vas trouver une source qui te dit que la Terre est plate. Est-ce que vous ressentez le même phénomène au niveau du féminisme, que dans le fond, tu peux trouver quelqu'un qui va justifier ta pensée, peu importe si elle est aberrante. Je ne veux pas utiliser le mot valide, mais si elle est valide dans le sens de ton existence propre. Mais c'est là qu'il faut travailler. C'est là la question du travail. Il faut diversifier et sortir de ces silos. Donc, quand on parle de chambres d'écho, on est tous dans des chambres d'écho. Donc, ça demande une volonté, c'est sûr. Mais il y a peu de médias au Québec. Hein? On est quand même dans un lieu où il y a peu de médias. Il n'y a pas beaucoup de grands médias. Si les médias portaient cette parole diversifiée, peut-être il y aurait moins ce genre de risques. Mais j'ai comme pas de réponse parce que les personnes qui vont vouloir... quand on était dans la COVID et qu'il y avait des positions contre les vaccins, les personnes qui voulaient ne pas y croire, je veux dire, on trouvait facilement les arguments. Donc, on est tout le temps aux prises avec ça. Mais il faut faire attention, on a des médias qui sont payés par nos taxes. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. Là, nous, on a ça. Et ces médias-là devraient nous donner le plus d'informations possible et une information qui est juste, qui a été vérifiée, qui est diversifiée, qui est épaisse, là, qui est ronde, qui a de la densité. Mais voilà. Oui, c'est très difficile, mais j'ai une réponse pour toi. Justement, je pense qu'au Québec, étant donné qu'il n'y a pas des médias dépendants, même c'est mieux, parce qu'il n'y a pas d'intérêt que... C'est plus juste. Plus juste, oui. Pour moi, c'est comme ça. Moi, quand j'entends les médias québécois, je pense que ce sont beaucoup plus justes que comme, je ne veux pas nommer, mais comme très connus, les médias très connus des autres pays.
Plus les gens qui sont dans ces médias-là sont diversifiés, plus la qualité de l'information va être grande. Oui. Tout est lié, hein? Vraiment, tout est lié. Si nos salles de nouvelles sont blanches, ben malheureusement... C'est la question de l'argent aussi. Oui, absolument. Et plus grandit le média, ça peut être corrompu. Il y a d'autres intérêts. Oui. D'autres Il y a intérêts. c'est très compliqué, malheureusement. Ouais. Et peut-être c'est intéressant pour vous, mais la révolution islamique en Iran dans les années 80, c'est impacté par les médias je ne veux pas nommer, mais des médias vraiment proches des autres gouvernements. Mais sans ce média, peut-être on n'avait pas cette révolution qui a changé vraiment la destin mais oui, absolument. de ce pays. Mais ce média, il était occidental? Oui. Oui. Ouais. Donc, vous voyez la complexité, hein? C'est ça, c'est super important d'être conscient de tout ça. Ouais. Même des fois, vous voyez qu'ils donnent des prix à quelqu'un, mais ce prix... OK, mais après ça, c'est quoi? C'est très, très compliqué, malheureusement. Les mises sous silence sont diverses et très intelligentes. Ouais. Puis on ne peut pas accabler non plus uniquement l'Occident. Oui, c'est pour... non, c'est vrai que c'est... vous alliez dire? Je voulais dire, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir plusieurs ressources de l'information. Oui, et les croiser et les regarder d'un point de vue critique. Oui. Parce que finalement, l'idéologie, elle est partout. Exact. Oui, absolument. Elle est partout, oui. Bon, mais les feuilles m'en tombent. D'autres questions, d'autres commentaires? C'est le moment. On lève la main. Sinon, la conversation va se poursuivre. On a encore 5 petites minutes. Alors, je sais que Rose a des questions. J'ai une grosse question. Qui va nous garder jusqu'à la fin. Mais en fait, dans vos livres respectifs, les femmes de ce livre-là, soit dans ton livre, partagent la violence, toutes ces femmes qui sont réunies dans le corps de Sarah. Et quant à toi, Martine, elles partagent l'effacement parce qu'elles sont toujours cantonnées dans des rôles secondaires de leur propre histoire. Donc, selon vous, peu importe le pays, la culture, en tant que femme, ne devra-t-on pas partager autre chose que soit cette violence, soit cet effacement? En fait, quels sont vos souhaits? Quels sont vos souhaits? Moi, j'ai beaucoup aimé l'image dans ton roman de ces femmes qui existent à l'intérieur de nous, de ces millions de femmes qui existent à l'intérieur de nous. Et tu sais, l'image des poupées russes, on la pense comme la grande qui contient toujours les plus petites, mais en Russie, en fait, on va dire que la petite contient toutes les grandes. Et j'ai envie de le voir comme ça. C'est-à-dire que nos livres, même s'ils sont très différents et ne parlent pas des mêmes trucs, s'il y a un lien entre ces deux livres-là, c'est comment les femmes portent toutes les autres à l'intérieur d'elles. Et peut-être que ça, c'est une des réponses. Arrêtez de se penser comme des individus, des singularités, mais comme tout le temps le produit d'une collectivité et comme portant ces collectivités, même les collectivités qu'on ne connaît pas. Oui. En plus, moi, j'ai ramené une voix masculine aussi. Et parce que je pensais que c'est vrai. Tout d'abord, moi, je pensais que, oh oui, je dois écrire pour les femmes. Mais à un moment donné, je me suis dit, autant que je parle femme, homme, ça c'est le problème. Et il faut vraiment oublier ça. Mais j'étais dans ce mood-là et je continuais comme ça. C'est pour ça que j'ai ramené une voix masculine. Mais après ça, j'ai rencontré une femme québécoise, 60 ans, quelque chose comme ça. Et on m'a raconté que cette femme est très timide. Elle n'a jamais sorti toute seule et tout ça. Et j'étais vraiment choquée et je me suis dit, je voulais vraiment pleurer. J'étais comme en train de pleurer. Et je me suis dit, même dans un pays libre, ça existe encore des femmes comme ça. Alors, on n'est pas encore rendu et il faut travailler en même temps qu'il ne faut pas dire homme-femme, mais il faut travailler pour améliorer cette situation aussi.
Mais je pense que ce que je voudrais aussi qu'on garde, on n'en a pas parlé, mais le mouvement Femmes, Vie, Liberté, la beauté de ce mouvement, c'est aussi que dans le mot femme, il y a tout le monde. Il y a les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, voilés, pas voilés. C'est ça le mouvement. Oui, et c'est ça le mouvement Femmes, Vie, Liberté. C'est ça la beauté de ce mouvement. C'est extrêmement émouvant quand on regarde les manifestations de voir la diversité des personnes qui luttent côte à côte. Alors ça, il y a une leçon pour nous, justement. Y compris des hommes iraniens qui ont c'est ça, mais oui, les jeunes hommes qui ont été assassinés par le régime. Je veux dire, exécutés, exécutés. Et des jeunes hommes, là, vraiment, des jeunes garçons. Alors, je crois qu'on est, mine de rien, arrivé vers la fin. Juste, vous signez, vous serez sur le stand. Martine, je m'en vais chez Héliotrope direct. Bon, ben, vous pourrez la retrouver là. Oui, moi vous aussi, mais je ne aussi? sais pas. Vous ne savez pas où? Je vais voir. Il faut aller sur pendant qu'elle va chercher, c'est sur Véhicule Press. Donc, je crois que c'est le stand. Non, mais le stand des éditeurs anglo québécois. Oui. Exactement. Oui. C'est un stand collectif. Donc, il faudra regarder. Si vous trouvez, il faudra nous le dire. Merci Rose pour cette préparation. Merci pour votre invitation. Vraiment, ça me fait plaisir d'être là avec vous. Je suis honorée de parler avec vous deux. Merci à vous deux. Merci Rose et merci à tout le monde d'être venu. Merci à vous. Et puis à poursuivre, évidemment, par la lecture et par des conversations privées et puis par nos échanges dans la vie. Voilà, c'est un sujet jamais clos.